J'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau podcast d'Anews Sécurité consacré au droit de la sécurité privée. Outil de moralisation nécessaire pour les uns, frein au développement de l'activité, le droit de la sécurité privée s'est véritablement développé à partir de 2012 avec la création du CNAPS. Il subit des modifications régulières et des compléments pour prendre en compte l'évolution des techniques et de la profession. La loi sur la sécurité globale du 25 mai 2021 a donc apporté des changements importants avec une réforme du CNAPS. À l'occasion des Jeux Olympiques, des nouveaux textes sont prévus, notamment sur les caméras augmentées. Nous avons donc décidé, tout au long de ces podcasts, de faire intervenir un avocat spécialisé dans le droit de la sécurité privée, Maître Thibaut Dumanoir de Juhé, avocat à la Cour de Paris avec un acteur de la sécurité privée. Maître Dumanoir de Juhé a été auditeur de l'INSJ, devenu l'IHEMI. Il intervient dans le domaine de la sécurité privée depuis de nombreuses années. Il présente mensuellement une chronique sur le droit de la sécurité dans l'émission Au nom de la loi d'Anews Sécurité et écrit régulièrement dans des revues comme En toute sécurité ou Face au risque. Une partie de sa clientèle est composée d'acteurs du monde de la sécurité privée. Bonjour Maître Dumanoir de Juhé. Bonjour Séverine. Bonjour David Toubelem. Bonjour Séverine. Pour le premier podcast de cette série, il nous est apparu utile d'aborder les relations entre les entreprises de sécurité et les donneurs d'ordre privés ou publics. David Toubelem, quel est votre parcours ? Alors mon parcours est assez pragmatique puisque j'ai commencé ma carrière en tant que fusilier marin commando pendant la guerre du Golfe dans les années 90 parce qu'à l'époque il fallait se dégager des obligations militaires. Ensuite j'ai passé rapidement dans les services de police ou SPHP. Ensuite, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à la tête de la direction sûreté des magasins Hermès pendant 17 ans. Et pendant 17 ans, j'ai ce qu'on appelle acheté des prestations de sûreté. Donc, j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière. Je suis passé directeur général dans une société de sécurité privée pour voir un petit peu l'envers du décor. Et aujourd'hui, maintenant, je suis chef de la sûreté au sein de la Bibliothèque nationale de France pour le ministère de la Culture. Donc, encore également acteur pour de l'achat de prestations de sûreté pour lequel nous sommes présents ici aujourd'hui. Merci de partager ce beau parcours. La première question que je voudrais aborder est celle des prix anormalement bas. Eh bien, moi, je vais vous donner un point de vue juridique là-dessus. Et vous avez deux textes ou deux corpus qui prohibent les prix bas ou anormalement bas. Alors, le premier, c'est l'article R631-21 du Code de la sécurité intérieure. Et lorsqu'il y a des contrôles du CNAPS sur les prix, on s'aperçoit que cet article est invoqué. Et puis le deuxième sur lequel je reviendrai dans un instant, c'est le code de la commande publique, où en commande publique, on ne peut pas prendre des prix anormalement bas. Alors toute la difficulté, c'est de définir ce qu'est un prix anormalement bas. Et dans son contrôle ou contentieux, le CNAPS s'appuie sur une décision du tribunal administratif de Toulon en date du 21 avril 2016, qui a jugé que la convention collective prévention et sécurité estime le coût de revient horaire d'un agent au 1er juillet 2012 à 16,49 € pour un agent de prévention et de sécurité coefficient 120 et à 20,48 pour un agent de maîtrise coefficient 150. Alors ces chiffres maintenant sont un petit peu obsolètes, mais il est facile de les réactualiser. Et ce qui est surprenant, c'est que dans le domaine public, on a vu des donneurs d'ordre publics accepter des sociétés de sécurité à 15 ou 16 €, donc avec des prix manifestement anormalement bas. Et le code de la commande publique est très clair, le donneur d'ordre doit refuser les prix anormalement bas, et s'il a un doute sur ce qui est un prix anormalement bas, à ce moment-là, il a la possibilité d'interroger la société de sécurité privée sur la composition de son prix de revient. Et c'est ce qui se passe, j'imagine, dans de nombreux marchés, et peut-être c'est ce que vous faites, David. Alors, ce qu'on fait, ce qu'il faudrait faire, vous savez, en France, les gens ne sont jamais contents. Quand une société coule, on va huer. Quand elle fait de l'argent, on va huer. Les gens sont vraiment dans le déni de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Faire appel à une société de prestataire de sûreté constitue une charge financière, c'est exact. Mais elle doit apporter une plus-value pour le donneur d'ordre, contrairement à la sécurité incendie qui, elle, est réglementaire. La sécurité incendie n'est non négociable, alors que la sûreté, vous avez le choix de positionner des agents de sûreté ou pas. La sûreté n'est plus un métier alimentaire comme autrefois où on arrivait à la sûreté pour effectivement avoir un job ou un travail d'appoint. Aujourd'hui, on est dans un métier qui demande de l'analyse, un discernement et un savoir-être, sinon l'effet attendu devient totalement le contraire.
Alors, pour revenir sur le prix, il parvient si l'entreprise cherche à acheter une compétence et non un prix. À vouloir gagner toujours de l'argent à tout prix, on peut souvent y perdre. Quel que soit l'achat, un prix trop bas risque de cacher certaines failles. Voilà. Alors, moi, j'avais une autre préoccupation sur le prix, c'est l'indexation du prix. Parce qu'actuellement, on voit qu'il y a un certain nombre d'arrêtés qui prévoient une augmentation des salaires dans la sécurité privée. Le but, c'est de rendre la profession attractive, et donc c'est relativement louable. Il faut avouer, certains agents étaient quand même très très mal payés. Et on a des augmentations. Alors je crois que pour 2023, c'est 7,5%, et 2024, c'est 10%. Mais la difficulté, c'est pour les entreprises de sécurité de pouvoir répercuter ces prix sur leurs clients. Et donc, la question se pose, quel indice prendre ? Or, beaucoup d'entreprises de sécurité privée ont accepté des marchés indexés sur l'activité de leurs clients. Donc, on va avoir, par exemple, l'indice de la métallurgie, l'indice Syntex, qui ne va pas refléter les hausses de salaire, avec des difficultés financières à la clé. Et puis derrière ces problèmes de rémunération, il y a sans doute une problématique de fidélisation des agents. Mais je pense que David en sait plus que moi là-dessus. Alors tout à fait Thibaut, oui, pour être attractif, non pas à la sûreté, mais aussi tous les métiers de prestation, je pense aussi à l'entretien, au restaurant d'entreprise. Les Jeux Olympiques doivent attirer, à ce jour, et sous réserve, un minimum de 25 000 agents de sûreté. Donc pour être attractif, les délais de prévenance étaient extrêmement courts pour annoncer des hausses de salaire de 7,5% sur 2023 et plus de 10%. On n'a pas eu le temps de demander des budgets nécessaires ou de revoir la volumétrie pour les donneurs d'ordre. La problématique de ces augmentations tarifaires vont certainement créer des indélicatesses entre les donneurs d'ordre et les prestataires. Parce qu'effectivement, quand les prix augmentent, il faut revoir un petit peu, peut-être, le besoin de certains prestataires. Il y a un côté cynique dans tout ça. Il y a un côté cynique. Et j'aimerais aussi rajouter une phrase d'un artiste que j'aimais beaucoup, Serge Gainsbourg. Le cynisme, c'est de connaître le prix de tout et la valeur de rien. La seconde question concerne les risques qui pèsent sur le donneur d'ordre. Alors, pour un donneur d'ordre, il y a un certain nombre de risques. Il y a une première question, c'est est-ce qu'il peut être responsable des défaillances d'une société de sécurité privée ? Alors, il y a le premier problème auquel on pense spontanément, c'est le problème du travail dissimulé, qui a gangréné la profession et qui, bien heureusement, est en train de disparaître. Et donc, comme le prévoit le Code du travail, le donneur d'ordre a la possibilité de demander une documentation à la société de sécurité privée pour s'assurer que, justement, elle est en règle. Puis le deuxième volet, qui n'est pas très loin de celui du travail dissimulé, c'est l'accréditation des agents par le CNAPS. Et là encore, un donneur d'ordre a la possibilité de demander à la société de sécurité privée les justificatifs des cartes professionnelles de ses agents. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que le donneur d'ordre peut contrôler sur place les agents de sécurité privée en disant est-ce que vous êtes en règle, pas en règle. Et il y a un écueil sur lequel on est parfois confronté, c'est celui du co-emploi. Parce que si la société donneur d'ordre ou l'organisme public donneur d'ordre apparaît comme donnant des instructions, donc créant un lien de subordination, en cas de litige avec l'agent de sécurité, eh bien l'agent de sécurité, s'il va au prud'homme ou dans d'autres instances, va avoir tendance à dire en fait, j'ai deux employeurs, la société sécurité privée qui me paye et puis le donneur d'ordre qui est le véritable patron. Et donc il faut faire très attention dans les mécanismes de contrôle que le donneur d'ordre s'adresse à la société de sécurité privée et évite de s'adresser à ses agents. Et puis le dernier point, c'est les points de responsabilité. Et lorsqu'on voit les contentieux qui sont liés à des sinistres, par exemple un vol au sein de l'établissement, on va se demander est-ce que c'est l'agent de sécurité privée ou est-ce que c'est le donneur d'ordre qui est responsable ? Et donc, à ce moment-là, il faut bien définir les responsabilités des uns et des autres. Si c'est la société de sécurité qui a fait le plan de prévention des risques, elle aura une responsabilité accrue. Et à l'inverse, si c'est le donneur d'ordre ou un autre prestataire du donneur d'ordre, à ce moment-là, la société de sécurité privée, pour se défendre, va dire c'est la patate chaude, la responsabilité, c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis vous avez le Code de la sécurité intérieure, toujours, article R631-22, qui précise que les sociétés de sécurité privée doivent avoir une assurance. Et c'est pour ça que les donneurs d'ordre, à mon avis, doivent contrôler le contenu des contrats d'assurance en disant, s'il y a le moins de problèmes, je sais qu'il y aura quelqu'un de solvable derrière.
Alors David, est-ce que vous avez eu des éléments là-dessus ? Alors bien entendu, tous les donneurs d'ordre ne se valent pas et tous les prestataires ne se valent pas. La relation de confiance doit être aussi créée dans tous les dossiers administratifs. Les choses doivent bien être creusées, vérifiées et formalisées. Ensuite, il y a aussi le délai de marchandage qui doit être aussi stipulé. On ne peut pas demander à l'agent de sûreté de prendre la température du client pendant le Covid, de lui demander de passer les mains au gel hydraulique ou encore moins de ranger du mobilier ou autres actions qui pourraient détourner leur mission première. Détourner la mission première d'agent de sûreté, en cas d'incident, ça pourrait être reproché aussi aux prestataires sûreté. Alors, votre réflexion, David, m'amène à une autre, c'est le problème de l'exclusivité des agents. Et c'est la question qui s'est posée au moment du Covid, à travers les gels, la prise de température. Un agent est fait pour assurer des mesures de sûreté et il n'est pas fait pour prendre des mesures annexes. Et c'est prohibé par les textes et par le CNAPS. Tout à fait. On voit parfois dans des centres commerciaux des agents qui doivent ranger des caddies ou faire d'autres missions. L'agent de sûreté, c'est ce qu'on appelle le délit de marchandage. Et en cas d'incident, si on monte l'échelle des causes, quelle est la responsabilité du donneur d'ordre qui va passer de manière verbale sur des processus écrits ? Voilà. Alors la question s'est posée très récemment, et il y a eu, je crois, une question ministérielle là-dessus, sur les supermarchés sans caissière ou sans caissier. Et en disant, est-ce que l'agent de sécurité peut aider le client qui serait désorienté face à une caisse automatique ? Et la position des autorités est claire, ça n'est pas possible. Parce que si pendant que l'agent va s'intéresser à la caisse, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne remplira pas sa mission. Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit aussi qu'il ne faut pas mettre tous les donneurs d'ordre dans le même panier, tous les prestataires. Aujourd'hui, l'acteur qui manque autour de cette table, c'est un prestataire. On essaye toujours de tirer la quintessence d'agent de sûreté à un prix le plus bas. Alors aujourd'hui, sous prétexte qu'un agent de sûreté est un peu comme un stationnaire, on va pouvoir lui confier des missions complémentaires. C'est absolument indispensable que les choses soient bien écrites avec des fiches de poste, des consignes et des procédures. Qu'on arrête verbalement de donner ce qu'on appelle du délit de marchandage, des missions complémentaires à des agents sous prétexte qu'ils soient en fraction ou en position devant une porte, de les détourner de leur mission première. La troisième question que je souhaite vous poser est sur la gestion des impondérables et la force majeure dans les contrats, par exemple la gestion du Covid. Comment faites-vous ? Alors, je vais dire quelques mots. Donc, la notion en droit de force majeure, c'est une notion absolument très restrictive. Et pour l'arrivée d'une pandémie, il aurait fallu qu'elle soit imprévue, irrésistible. Et il y avait déjà un certain nombre de documents, notamment dans le domaine de la défense militaire, qui disaient on aura une épidémie un jour ou l'autre. Et vous vous souvenez, Roselyne Bachelot avait été critiquée quand elle était ministre de la Santé pour avoir commandé un certain nombre de masques. Et donc, l'arrivée d'une pandémie, malheureusement, c'était déjà dans les tuyaux. Alors, contractuellement, ça veut dire que la force majeure était prévue. Enfin, un événement comme le Covid était prévisible et qu'on ne pouvait pas se retrancher derrière un imprévu. Et au moment du Covid, il y a un certain nombre de discussions qui se sont engagées entre les donneurs d'ordre qui disaient « Moi, j'ai pas besoin de vos agents parce que mes bureaux sont fermés, mes boutiques ne sont pas ouvertes ». Et les sociétés de sécurité qui disaient « Moi, j'ai un certain nombre d'agents sur les bras, qu'est-ce que j'en fais ?» Et donc, sans parler de nouvelles épidémies que personne ne souhaite, il ne serait pas déraisonnable de prévoir des mouvements sociaux où on dise « Tiens, on va fermer pendant un certain temps des magasins parce qu'il y a des black blocs, il y a des choses comme ça. » Et il faut prévoir maintenant dans les contrats ce qui se passe en disant il y a un magasin qui est fermé pour une cause externe au donneur d'ordre, et à ce moment-là, quel impact sur la prestation de sécurité privée ? Alors David, quelle est votre opinion là-dessus ou votre pratique ? Alors sur le Covid, je ne vais pas revenir sur l'épisode Covid que tout le monde connaît, seulement je porterai un point d'exigence à remercier encore ces femmes et ces hommes de terrain qui, pendant les attentats de 2015, pendant les hivers gilets jaunes, pendant les épisodes de Covid, de grève, sont toujours sur le terrain, et remercier aussi les prestataires qui font de leur maximum pour nous apporter un dispositif périn et pertinent pour tout professionnel soucieux de l'exploitation de son entreprise, mais aussi remercier ces femmes et ces hommes qui, pendant tous ces épisodes où peu de personnes veulent aller travailler, ce sont encore les seuls sur le terrain. La sécurité privée devient maintenant un acteur de la sécurité publique tout court. Il faut espérer qu'à l'avenir, ça soit reconnu de manière un peu plus flagrante par les pouvoirs publics. D'ailleurs, David, quel est votre point de vue sur la complémentarité sur la sécurité privée et la sécurité publique ? Très simplement, depuis 2015, ce besoin n'a jamais cessé d'augmenter. Les forces de l'ordre ne peuvent pas répondre à cette propagation de ce besoin qui est nouveau, qui était un peu soudain. Donc cette complémentarité entre les forces de police et prestataires de sûreté est plus que jamais nécessaire. D'accord. Thibault ?
Sur la complémentarité, il y a déjà une législation dans certains domaines qui est assez poussée et qui incite ou qui oblige les différents partenaires publics et privés à travailler ensemble, par exemple dans le domaine sportif, où l'organisateur d'un événement sportif va soumettre son plan de prévention des risques aux forces de l'ordre qui vont pouvoir lui renvoyer en disant « vous n'avez pas pensé à ci, ça et ça et corriger ». Et on a ainsi une véritable interaction qui est obligatoire, puisque vous prenez un stade, s'il y a des débordements, ils ne vont pas se cantonner à l'intérieur du stade ou ils ne vont pas se cantonner à l'extérieur du stade, comme on l'a vu par le passé. Et donc, je pense qu'il faut prendre exemple en matière de complémentarité sur ce type d'organisation pour l'étendre à différentes branches d'activité, en disant il y a quelque chose qui marche, et bien on pourrait peut-être le faire la même chose. Bien entendu, Thibault, nous ne parlons pas ici de politique, on parle de sûreté et de sécurité donc du territoire national. Donc, que ce soit la sécurité privée, la sécurité publique, les forces régaliennes, les forces de police, on a tous le même objectif commun partagé. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais après, les différences de culture, d'aspiration, font que parfois le mariage est difficile à s'organiser. Les agents de sûreté sont indispensables aujourd'hui. Il y a deux facteurs qui sont à mettre en compte, c'est convaincre et persuader. Convaincre fait appel à des arguments et sollicite la raison, alors que persuader fait appel au sentiment et l'émotion. Aujourd'hui, les agents de sûreté sont vraiment indispensables pour le territoire national. Voilà, et je ne peux qu'approuver ce que dit David là-dessus. Moi aussi. Merci David. Merci Séverine, belle journée. Merci Thibault. Et merci Séverine pour cette interview. On se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain podcast sur le droit de la sécurité privée.